télévision du monde, inspirée par vous. Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h45 sur la télévision du monde. Voici les titres pour cette édition du 3 mars. 2 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels, c'est le triste bilan d'un grave accident de la circulation parvenu à 15 km environ de Mokolo. Le ministre Nous ouvrons ce journal avec un fait de société sur la circulation avec... C'est un accident qui s'est produit aujourd'hui à 15 km de Mokolo dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Un mort, un mototaximan qui roulait à tombeau ouvert qui entre en collision avec... Les victimes, Amadou Aminou, un enseignant du lycée de Maroua, et Mohamedou Malsali, un étudiant de chef-lieu de la région de l'extrême nord Cameroun, roulant à tombeau ouvert. Selon les passagers de ce véhicule gros porteur, c'est au niveau du virage 6 au village 8 avec ce bus de transport en commun de l'agence de voyage Mokolo Express. Par 377 à Windé, juste à la montée de Keleke. Bon, on était en train de venir. Il y avait une petite starlette qu'on avait en face. Et subitement, on voit 2 gars sur la moto qui voulaient faire le dépassement ou quoi. Et c'est comme ça qu'ils nous ont rencontrés. Sur le champ, le professeur du lycée va rendre l'âme et l'étudiant, quelques minutes plus tard, après son admission aux urgences de l'hôpital régional de Mokolo. À montant ici, là, il a eu des gars sur la moto. Ils ont pris le 3e position. Ils sont venus entrer sous... Je les ai vus de face moi là. Donc ils sont venus entrer devant nous. Vous n'avez pas pu les éviter comment? Non, je suis en plein antidote. Je ne pouvais rien. Okay. Et on sortait de Maroua pour Mokolo. Bon, eux aussi, ils ne roulaient pas à leur droite, ils roulaient à leur gauche. Et c'est comme ça qu'il y a eu une collision. Vous dites qu'ils étaient dans quelle direction? Nous, on sortait de Maroua, on partait sur Mokolo. Et eux, ils sortaient de Mokolo pour Maroua. Informé, le préfet du département du Mayo-Tanaga, David Dako-Dibango, est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et constater les dégâts. Le ministère de la Défense conteste le contenu d'un rapport de Human Rights Watch sur certains abus attribués aux militaires camerounais dans la région du sud-ouest. C'est un reportage signé Priscille Messéné. Le ministère en charge de la Défense au Cameroun a rompu le silence et conteste le rapport de Human Rights Watch publié le 26 février 2021 dans lequel l'organisation non gouvernementale internationale indique qu'il y a un an précisément, le 1er mars 2020, au moins 20 femmes, dont 4 handicapées, ont été violées et un homme tué, 35 autres arrêtés au cours d'un raid des forces armées camerounaises à Ebam, un village du département de la Maniou dans la région du sud-ouest Cameroun. Dans sa réaction contenue dans un communiqué de presse publique publié ce mardi 2 mars 2021, le ministère de la Défense confirme que les militaires avaient effectivement lancé un raid contre le village Ebam le 1er mars 2020 comme révélé par Human Rights Watch. L'objectif de l'opération était de mettre hors d'état de nuire des terroristes armés qui avaient fait de la localité une base arrière de planification des attaques dans l'arrondissement de Uyukmodiok et ses environs. Le bilan de cette opération, présenté par le porte-parole de l'armée, Cyril Sejaton Fangemo, chef de division de la communication au ministère de la Défense, signataire de ce communiqué, précise qu'il est bien différent de celui contenu dans le rapport de Human Rights Watch. Le bilan au thème de ce bouclage était d'une arme artisanale et des munitions récupérées, 16 motocyclettes saisies, un terroriste neutralisé, 35 individus interpellés et mis à la disposition de la compagnie de gendarmerie de la Manfé pour exploitation.
Fin de citation. Ainsi, le ministère de la Défense nie tout abus sexuel sur des femmes de la part des soldats pendant ce raid. Par ailleurs, le porte-parole de l'armée saisit l'occasion pour dénoncer l'attitude de l'organisation non gouvernementale internationale, auteur du rapport Querelle. Selon le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak, Human Rights, l'organisation non gouvernementale met d'une part l'État du Cameroun et les séparatistes à égalité de légitimité et en prenant manifestation et maladroitement fait cause pour les groupes armés. La saison sèche dans laquelle nous sommes rend difficile le quotidien de la population des habitants de Bouda dans le département des Bamboutos. À cause de l'excès de poussière, c'est un compte rendu signé Zobel Apollinaire Mbon et Rostand Difo. Nous sommes ici, devant le collège de l'unité, non loin du stade municipal de Bouda. C'est le commencement d'une route qui va jusqu'au département voisin, la Ménoa, traversant Batiam, Bagan et Balévin. Les travaux de bitumage inscrits dans le projet de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest. Cette route est dans un état désastreux. Les travaux de bitumage annoncés restent une véritable chimère. L'épreuve de déplacement est battant. L'ennemi poussière impose un nouveau code aux usagers et riverains. Sa marque est imprimée à tout lieu et surtout poussière dévastatrice sur la santé. Pour arriver à Bagan, il faut débourser 1000 ou 2000 francs à moto. Le prix n'est pas standard, donc on ne peut pas donner un prix fixe. Le prix se négocie. De 1000 francs à 2000 francs présentement. Alors qu'auparavant, même avec 1000 francs, il n'y avait même pas de souci. Le calvaire dure depuis des années. Seuls quelques tronçons portent des traces de bitume. On enregistre depuis la venue de la saison sèche des cas d'accidents mortels à cause du manque de visibilité des conducteurs. Libération des trottoirs à Douala, une vaste campagne y relative a été lancée ce jour mercredi dans la salle de fête d'Aqua par le maire de la ville. L'action de sensibilisation vise à mener ces occupants anarchiques. Elle est effective sur le terrain. La campagne de sensibilisation en vue de la libération des trottoirs dans plusieurs axes de la capitale économique du Cameroun, Douala, est entrée dans sa phase active ce mercredi. Il s'agit de restituer les trottoirs piétons. Ça veut dire pas de commerce, zéro parking, pas de véhicules qui garent sur le trottoir. Le trottoir exclusivement réservé aux piétons. C'est une campagne que nous avons voulu de longue haleine. Ça veut dire que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Nous allons progresser pas à pas. C'est pour ça qu'au départ, nous avons pris un petit nombre d'axes. Parce que nous voulons passer et repasser et repasser pour être certain que, avec les commerçants, c'est bien compris. Et pour l'occasion, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandigna en personne, est sur le terrain. Il sensibilise, échange et discute avec les commerçants occupant les emprises publiques, notamment les trottoirs, mais aussi les responsables des grandes enseignes se trouvant sur les principales artères du centre commercial d'Aqua à Douala. Bon, je voulais que vous nous aidiez à continuer à faire un peu d'ordre là-dehors pour que vos affaires même marchent mieux, parce que s'il y a plus de piétons qui passent, je suis certain que vous aurez plus de clients. C'est pour ça que je suis venu voir. Je regarde un peu toutes les boutiques, j'essaie de passer le message de sensibilisation. L'initiative qui n'est pas la première du genre, mais qui entend se déployer dans sa nouvelle formule, est saluée par ses nombreux occupants anarchiques. Non seulement Mexo Super, mais Nexia à son organisation, comme elle a organisé, à venir se rapprocher de la jeunesse et comprendre nos sentiments et comprendre ce que nous ressentons en vendant en bord de route. Le maire pouvait peut-être trouver un site pour nous, que bon, tout le monde pourrait peut-être sortir le genre que bon, le gouvernement il trouve sa part de compte, nous aussi, on nous trouve pour nous. Ça serait tant de fois très très grandiose. Lutter efficacement
contre l'occupation anarchique des trottoirs et contre le désordre urbain à Douala, telle l'ambition nourrie par l'exécutif communautaire de Douala qui envisage densifier la sensibilisation avant toute phase de répression. Nous souhaitons évidemment que les commerçants jouent le jeu. C'est pour ça que nous avons d'abord voulu faire une campagne de sensibilisation afin que la plupart d'entre eux puissent partir d'eux-mêmes. Nous avons dit que nous sommes prêts aussi à dialoguer. Donc c'est une campagne de sensibilisation, mais aussi d'identification des activités qui se déroulent sur le trottoir. Ce n'est que si nous savons qui fait quoi, que nous pouvons être efficaces dans notre accompagnement. Lancée au centre commercial d'Akwa, cette campagne de sensibilisation entend être déployée dans plusieurs autres axes, devenus des marchés à ciel ouvert de la capitale économique Douala. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est sous ce thème que se tiendra la célébration du 8 mars 2021 au Cameroun et dans le monde. Perspectives et enjeux de ce thème nous sont proposés par Patrick Ngouagnan dans ce reportage. Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19. Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau disproportionné qu'elles portent. La plupart des pays qui ont mieux réussi à contenir la vague de la pandémie de Covid-19 et à répondre à son impact sanitaire, ainsi qu'à l'ensemble de ses répercussions socio-économiques, sont dirigés par des femmes. Nous avons pour exemple les chefs de gouvernement du Danemark, de l'Éthiopie, de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Islande, de la Nouvelle-Zélande et de la Slovaquie, qui sont largement reconnus pour la rapidité, la détermination et l'efficacité de leur réponse nationale à la Covid-19, ainsi que pour la compassion dont elles ont fait preuve dans leur communication d'informations factuelles sur la santé publique. Afin de défendre les droits des femmes et de tirer pleinement parti du potentiel du leadership des femmes en matière de préparation et d'intervention face à la pandémie, les perspectives des femmes et des filles, dans toute leur diversité, doivent être intégrées dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les domaines et à tous les stades des plans de lutte et de relance mis en place dans le cadre de la pandémie. Journée internationale de la femme 2021 à Loum. L'artifice principal, à savoir le pagne, est de plus en plus rare dans les espaces marchands de cette localité. À cette rareté du pagne, il faut ajouter le manque d'engouement des femmes de Loum. C'est une ambiance de veille de fête que nous propose M. Frédéric Moutonnet et Janine Yonta dans ce reportage. Ambiance morose au marché de Loum dans le département du Mungo, région du littoral, à quelques jours de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Cet espace, jadis grouillant de monde à la veille de cette fête de la femme, n'est plus que l'ombre de lui-même à raison de la pandémie Covid-19 qui fait des ravages dans les familles, mais également dans les économies et précisément au marché de Loum, où le pagne du 8 mars est presque absent sur les étals, dans les boutiques et autres ateliers de couture. Et tout le stock de panne depuis l'autre année là, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors les pannes chutaient avant d'interdire le défilé du 8 mars. Raison pour laquelle le droit est devenu encore très autrement. Même si quelques pièces de l'uniforme du 8 mars sont disponibles dans certaines boutiques au marché de Loum, les acheteurs, quant à eux, principalement de la gente féminine, répondent aux abonnés absents, car l'urgence pour ces dernières étant ailleurs. On n'a pas acheté l'habit de 8 mars parce qu'il n'y a pas l'argent. Et là, comment on se tord la marchandise qu'on est venu au marché, personne ne passe, on est à côté là, on souffre. On va prendre l'habit pour fêter le 8 mars. L'autre problème soulevé ici par
la clientèle du marché de Loum est le manque de moyens financiers et la crise anglophone. Qu'est-ce qui m'encourage vraiment à acheter le 8 mars avec tout ce qu'on est en train de vivre? Ça ne va pas. Le marché est dur. Le pays va mal, la crise anglophone et tout. La maladie qui est dehors. Ça ne va pas. On ne trouve plus le compte, franchement. Donc on n'a pas de quoi manger à la maison, c'est le 8 mars qu'on va acheter. On n'est vraiment pas encouragé. Vraiment pas. Aux abois, les commerçants ayant tout de même un petit stock du pain du 8 mars crient au manque à gagner. L'année passée avec le stock d'aujourd'hui, là est encore là. Et c'est ça qui nous donne des difficultés et normalement des difficultés peut-être dans le marché. Malgré cette situation, certaines femmes de l'arrondissement de Loum trouvent tout de même nécessaire de s'offrir le pain pour valoriser la femme le 8 mars 2021 prochain. On ne veut pas se décourager parce qu'on ne refuse pas le défilé, parce qu'on refuse par rapport à la maladie. Bon, il ne faut pas que les femmes se découragent pour ne pas acheter. La personne qui va acheter son pain achète. C'est un habit comme tous les autres. En tentant de savoir si elles porteront effectivement cet uniforme de 2021, une folle rumeur fait état de l'annulation de la grande parade du 8 mars, chose qui décourage davantage ces femmes qui parlent déjà d'un 8 mars en mode Covid. Maman, ça combien, monsieur? À combien? Maman, c'est trop cher, c'est la raison de mes enfants pour voir tout. Ne mange pas le maquereau qui veut mais qui peut désormais. Cette espèce de poisson prisé par les ménages camerounais connaît une hausse des prix, ce qui fait de ce poisson prisé quelque chose d'assez rare ces derniers jours dans nos marchés. C'est un reportage que nous propose Charles Fils et Langé. S'offrir un plat de poisson, surtout le maquereau, relève désormais d'une affaire de luxe. Ne mange pas le maquereau qui veut au Cameroun, surtout en cette période où celui considéré comme le dernier dans le standard des poissons pour les ménages ne se fait pas rare, mais connaît désormais une hausse niveau prix. Le maquereau est cher, on a acheté le gros maquereau à 1500, 1400, c'est 1700. Tu vois même 1800, on a pas le maquereau. Et les gens aiment le maquereau, plus surtout. On doit regarder l'histoire du maquereau. Parce que comme on vend là, les gens n'aiment pas d'autres poissons, le maquereau. Même le poisson ne veut pas être le maquereau. On va le faire comment? Vraiment très cher au marché. D'une manière que on mangeait le poisson même à 700, à 800. Aujourd'hui on mange déjà même un petit maquereau à 1500 francs. C'est déjà un peu tellement très difficile pour nous. On mange seulement parce qu'on doit manger. Mais le poisson est tellement très cher au marché. La tomate et autres, c'est moins cher, mais pour le poisson, il n'y a pas. Surtout encore, le congelé, encore le maquereau. Le panier de la ménagère camerounaise est sous régime, alors que le porte-monnaie a du mal à reprendre une proportion adéquate pour le bien de sa famille. Quelles sont donc les raisons de cette hausse du prix? Quelles sont donc les raisons de cette hausse du prix du maquereau? La réponse se fera encore plus chère, comme ces poissons frais retrouvés dans un marché ici au quartier New à Douala. Ici par contre, le poisson dit frais est un autre univers qui appartient aux connaisseurs de la bonne viande blanche, mais dont le prix évolue en fonction d'une certaine périodicité de la présence du poisson par espèce. Il y a les moments où c'est abordable, mais pour le moment, il n'y a pas de poisson parce que c'est la saison sèche, surtout dans ce que je fais comme vente de bar. Le bar est rare en saison sèche. Nous avons des difficultés de janvier au mois d'août. Le bar est en abondance à partir du mois de septembre. Septembre jusqu'en décembre. Dès que janvier arrive, il y a rare. Le poisson est donc rare et le maquereau se fait cher, au détriment des consommateurs à l'attente, impatientes d'une solution afin de faire revivre les papilles gustatives de certains inaccessibles au bon poisson braisé du Cameroun. Après une longue crise entre la population villageoise de Bonepoupa dans l'arrondissement de la Dibamba et l'entreprise
NEOTP qui exploite le sol de cette agglomération. La route qui dessert le dit village jusqu'à la carrière d'exploitation est enfin ouverte à la circulation. Les villageois s'insurgeaient contre la non-application du cahier de charge par cette entreprise. C'est un reportage signé Jean-Jamin Yedna et Blaise Tonier. On a pu laver les mains, n'est-ce pas? Oui. Et cependant, nous ouvrons la barrière. Qui de mieux que le chef du village Boné-Poupa dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, pour annoncer officiellement la réouverture à la circulation des engins lourds sur ce tronçon routier qui va du village Boné-Poupa jusqu'à la carrière d'exploitation du gravier. Le fait qu'on ait barré la route, ce n'était pas notre souhait. Mais nous sommes arrivés à bout après plusieurs négociations avec la société NEOTP qui n'a pas voulu signer le cahier de charge. Nous savons que signer le cahier de charge est une chose, l'exécution aussi est une autre. Mais nous avons souhaité depuis très longtemps, parce qu'il est en activité ici chez nous, ça fait plus de 23 ans. Et depuis ce temps-là, il n'avait jamais signé un cahier de charge. Il est passé sur les doléances du village et depuis jusqu'à aujourd'hui, il voulait toujours tenir compte de quelques doléances du village. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous ouvrons cette barrière, c'est pour nous une joie, parce que nos jeunes doivent travailler. La société NEOTP, l'activité de cette carrière devra développer notre village. Et pour parvenir à ce dénouement heureux, il aura fallu la dextérité du président, de l'essor du village et du chef du village en question, qui, à travers le sous-préfet de la Dibamba, ont presque touché tous les départements ministériels concernés par cette affaire de la non-prise en compte du cahier de charge unanimement arrêté entre les populations de Boné-Poupa et l'entreprise NEOTP. Vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours protégé les minorités. Nous en sommes une preuve palpable aujourd'hui. La minorité a été protégée. Tous les ministres sont intervenus. Nous disons merci pour tout cela. Nos attentes sont beaucoup plus aujourd'hui vers l'exécution réelle du cahier de charge. Il a été signé après beaucoup d'efforts. Depuis le 15 mai, il a été confisqué. Aujourd'hui, le 15 mai 2020, il a été confisqué. Le 19 février 2021, il a été validé. Ça fait 9 mois, 4 jours. C'est un enfantement. Et il faut faire grandir cet enfant en ayant des projets de développement tels que conseillés dans le cahier de charge qu'ils doivent pousser. Et vu de tous, nous espérons donc que NEOTP va exiger, va avec clarté faire l'exécution, passer à l'exécution du cahier de charge comme il se doit. Rappelons que c'est depuis 23 ans que cette entreprise exploite le sous-sol de Boné-Poupa sans respect du cahier de charge. Reste donc de passer de la parole à l'acte sur le terrain. En visite de travail au Cameroun, le directeur général de Shelter Afrique a été reçu par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortés. Il a été question de statuer sur la 40e édition de l'Assemblée générale de cette institution. C'est un compte rendu livré par Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumba-De. Arrivé au Cameroun depuis le week-end dernier, le directeur général de Shelter Afrique, pour sa première sortie officielle,
s'est rendu au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, où une séance de travail relative aux activités que ce dernier et son staff auront à effectuer durant toute la semaine au Cameroun, en plus de la tenue prochaine au pays de l'Assemblée générale de cette institution qui œuvre pour l'amélioration de l'habitat en Afrique. Célestine Ketia Cortez, tout en remerciant son hôte, a retracé les quelques attentes du Cameroun avec cette institution panafricaine. Je suis très heureuse d'accueillir cette 40e Assemblée générale qui va voir défiler les financeurs, les ministres en charge de logement en Afrique, mais également les partenaires sur le plan mondial du secteur de l'habitat. Je ferai le point sur 40 années d'efforts de l'Afrique, dans l'ensemble des régions de l'Afrique, pour résoudre ce problème de logement qui est lancinant. Nous avons un gap au Cameroun de 2 millions, dans d'autres pays c'est 3 millions, 4 millions. Mais au Kenya, avec le soutien de Shelter Afrique, il y a plus de logements que de demandes. Il s'agit pour nous d'inverser la tendance au Cameroun, de nous appuyer sur Shelter Afrique et les partenaires du secteur privé, les actionnaires de Shelter Afrique qui sont les banques africaines et autres. Dans la foulée, André Pandeka Chimpoda dit sa satisfaction d'être venu au Cameroun et surtout la participation de Shelter Afrique dans l'amélioration de l'habitat au Cameroun. Très contente parce que les réunions avec le ministre du Logement, Madame Célestine Ketia Cortez, il est très bon. Intention is, at the end of the conference, we come up with a Yaoundé declaration that specifies how we as African governments are going to be committed in solving the housing crisis in Africa. Le programme très chargé du directeur général de Shelter Afrique le conduira outre vers les ministères avec lesquels il est appelé à travailler, mais surtout auprès des institutions étatiques œuvrant dans le secteur de l'habitat, notamment la maïture, le FECOM, la SIC, pour ne citer que celle-là. En prélude à la célébration de ses 30 ans de carrière, la chanteuse Annie Anzoué a convié les hommes de culture autour d'un repas où elle a tenu à partager les grandes articulations de ce concert qui se tiendra ce vendredi 100 mars dans la prestigieuse salle de la Falaise Diamond. C'est un reportage signé Charles Fisselanguet. C'est sur cette voix aiguë et perçante, louant son Dieu, que la chanteuse Annie Anzoué a démarré les hostilités ce jour à l'occasion du repas convivial qu'elle tenait à partager avec les hommes et acteurs de la culture du Cameroun. Trio au volet, quelques people de l'univers du showbiz de la ville de Douala n'ont pas hésité de répondre à cette invitation qui était plus un symbole de gratitude de la chanteuse à l'endroit de la presse et des hommes de culture qui ont participé à son éclosion musicale. 30 ans à adoucir les mœurs et à câliner les âmes à travers des mélodies, depuis les chœurs auprès de Georges Seba et les Golden Sound, connu sous le nom de Zangalewa pour une carrière solo, ça mérite une célébration. C'était d'ailleurs le prétexte de cette invitation autour de ce repas amical qui a eu pour apéritif les articulations du concert live qui signe les 30 ans de carrière de la Sexy Mommy qui n'a rien perdu de ses cordes vocales. Le 5 mars 2021, dans la prestigieuse salle de la Falaise Diamond à Douala, Annie Anzoué fera revivre à son public et aux puristes de la bonne musique émotive ses 30 ans de scène dont la carrière démarre respectivement en 1987. Durant 3 décennies, la digne fille de l'Holodorf réussira à marquer d'une empreinte indélébile sa voix dans le standard des meilleurs classiques de la musique camerounaise et africaine. Elle partagera cette scène 100% live avec d'autres noms de la chanson camerounaise à l'instar de Nono Flavie, Karis Fotso et la reine Dinali qui a accepté son hésitation d'être la marraine de ce concert qui se veut plein d'émotions et de surprises. Sénégal, arrestation ce jour à Dakar d'Ousmane Sonko, empêtré dans une affaire de mœurs dans son pays. Il était attendu à 9h au palais de justice pour répondre à la convocation du juge d'instruction du 8e cabinet dans l'affaire de viol qui l'oppose à Adji Sarr, jeune masseuse de 20 ans.
Ousmane Sonko n'est finalement jamais arrivé. Sur son trajet, alors que nombreux de ses partisans étaient réunis, il est arrêté et placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Ses avocats dénoncent une violation de ses droits. La procédure expéditive, la procédure de trouble à l'ordre public est une procédure de flagrant délit. Elle se passe très rapidement. À partir du moment où il va être entendu au niveau de la section de recherche, il va être déféré au terme de la garde à vue et dans les 48 heures, il va être jugé. Peu après son arrestation, des manifestations sporadiques éclatent dans différents endroits de la ville. Et des affrontements opposent partisans d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre massivement déployées dans la capitale. Les protestataires dénoncent un complot ourdi par le régime. Depuis 2012, on assiste à un système oligarchiste qui, en tout cas, passe tout son temps à traquer les oppositions. Ça ne passera pas au Sénégal. Nous, on est là, on est des jeunes. Nous sommes prêts à mourir. Aujourd'hui, on donne notre vie. Si je vais tomber en martyr pour que cette démocratie soit respectée, nous allons le faire. Devant la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, où Ousmane Sonko se trouve donc depuis ce début d'après-midi, de nombreux manifestants se sont réunis pour exiger sa libération. Ils ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Toujours à l'international, l'Union européenne dispersée dans la course au vaccin contre le coronavirus. Le Premier ministre slovaque, en personne, est venu réceptionner les doses sur le tarmac de l'aéroport. Derrière moi, vous pouvez voir le premier envoi des 2 millions de vaccins Sputnik V que nous avons commandés à la Russie. Plus question d'attendre le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Dans la Hongrie voisine, cela fait déjà 2 semaines que l'on vaccine avec Sputnik V. Dimanche, Viktor Orban s'est même fait inoculer le Sinopharm, le sérum chinois. Plusieurs milliers de Hongrois ont déjà été vaccinés avec ce vaccin chinois. Faites confiance aux professionnels hongrois. Hongrie, Slovaquie, mais aussi République tchèque et Pologne ont franchi le pas en passant commande à Moscou et Pékin. Confrontés à une accélération inquiétante de la pandémie, les 4 pays du groupe de Visegrad, le V4, avaient prévenu il y a 15 jours. Le mécanisme européen des vaccins ne leur suffisait pas. Trop lourd, trop lent, disait-il. Le virus ne fait pas de différence entre l'Est et l'Ouest et entre les opinions politiques. Il est de notre devoir de politiciens de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les vies humaines, peu importe l'origine du vaccin. Nous devrions nous procurer des vaccins efficaces et sûrs. Mardi, c'était au tour de l'Autriche de s'émanciper du seul cadre européen. D'importants scientifiques sont convaincus que dans les prochaines années, nous aurons besoin en Autriche de quelques 30 millions de doses de vaccins. C'est pour cela que nous misons délibérément sur une coopération avec le Danemark et Israël. Cela fait un moment que nous prévoyons de concentrer nos forces dans la recherche et dans la production. Sébastien Kurz se rendra demain, jeudi, en Israël avec son homologue danoise pour rencontrer le Premier ministre Netanyahou. Objectif de ce nouveau partenariat, anticiper les prochaines mutations du virus. Sous-entendu, anticiper mieux que Bruxelles. Sur fond de lutte contre la pandémie, l'unité européenne se fissure un peu plus. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et bonne suite des programmes sur la télévision du monde. du monde, inspiré par vous. Destination Prestige, cabaret, discothèque La Télé, l'endroit idéal pour vos apéros et vos moments de détente à bois.
Passion Barrière, cabaret, discothèque locale, The Place to Be. C'est 80% de musique japonaise en live avec l'orchestre de Ben Music.